Bienvenue à cette table ronde qui est intitulée « La guerre au plus près ». Alors, nous venons de passer 3 jours à réfléchir sur comment traduire la guerre, traduire dans tous les sens du terme, traduire dans le sens de rendre compte, traduire littéralement, mais aussi réinterpréter la guerre. Et notre table ronde, plus spécifiquement, c'est la guerre au plus près. C'est-à-dire que c'est cette guerre qui se déroulait il y a 20 ans, il y a 10 ans, qui se déroule aujourd'hui. C'est la guerre dans toute sa contemporanéité dont nous allons parler aujourd'hui et tout de suite. Et non seulement la guerre contemporaine, mais comment rend-on compte de la guerre alors qu'elle est en train d'avoir lieu ? Alors, on a réfléchi sur les traductions de l'Iliade, les traductions de Freud, on a réfléchi sur la Première Guerre mondiale. Là, les lieux de ces conflits, ce sera la Yougoslavie, la Syrie, les conséquences des guerres d'Irak et d'Afghanistan, les guerres du Proche-Orient. Et je voudrais vous présenter brièvement tous les intervenants qui sont autour de moi pour discuter de ces questions. Nous avons à l'autre bout de la table Nathalie Bontemps. Donc Nathalie est une traductrice. Elle a traduit des poètes et des écrivains libanais. Elle s'est installée à Damas où elle a vécu de 2003 à 2011. Puis elle a quitté en 2011 la Syrie, contrainte et forcée. Et elle a décidé de traduire et de faire publier les lettres que son ami lui avait adressées depuis la Syrie en guerre. Elle continue son travail de traduction d'écrivains syriens et elle enseigne l'arabe. À côté d'elle, Joumana Marouf, c'est elle l'amie. Joumana était professeure d'anglais en Syrie. À 21 ans, elle a connu les geôles du fait qu'elle appartenait à un parti qui était interdit pendant 4 ans. Et depuis 2011, elle a vécu dans la Syrie en guerre, en révolution, puis en guerre, jusqu'à 2014, où elle a été obligée de la quitter pour se préserver et préserver sa famille. Et elle est, depuis 2014, réfugiée en France. C'est elle qui, en 2012, a demandé à son amie Nathalie de bien vouloir essayer de faire publier les lettres qu'elle allait lui envoyer pour témoigner de la vie quotidienne dans Damas en guerre. Alors, ces correspondances sont parues sur un blog au départ qui s'appelle Un œil sur la Syrie. Et en 2014, elles ont été publiées sous le titre de Lettres de Syrie chez Buchet-Chastel. À côté de Nathalie, nous avons Mona de Pracontal qui s'occupera de chuchoter à l'oreille de Joumana ce qui se dit dans la discussion, tandis que Nathalie, elle, traduira Joumana qui pourra s'exprimer en arabe de manière plus aisée que si elle devait s'exprimer en anglais. À côté donc de Mona, nous avons Frank Smith, qui est écrivain, poète et entre autres producteur à France Culture. Il est ici pour nous parler, entre autres, mais surtout peut-être, d'un livre qui s'appelle Guantanamo, qui a été publié au Seuil, qui vient juste d'être traduit en anglais, on en parlera d'ailleurs. Et il est ici pour parler donc de ce livre. Il s'agit d'un travail d'écriture, j'ai parlé tout à l'heure de réinterpréter, un travail d'écriture à partir de documents écrits concernant un conflit. Ici, c'est Guantanamo. Le travail sur lequel s'est fondé Frank, c'était la transcription des interrogatoires qui ont été subis par les prisonniers à Guantanamo à partir du moment où ceux-ci sont entrés dans le domaine public. Il nous en parlera évidemment davantage et il nous parlera de ce qu'il a voulu faire avec ce travail d'écriture et cette recherche d'écriture. On parlera en particulier non plus de traduire mais de translater, ce qui sera assez intéressant. Et puis à mes côtés, Sacha Sirovec, enfin je prononce sûrement ça pas bien, mais bon, qui a été interprète de conférences et qui est traductrice du croate vers le français et du français vers le croate. Elle a collaboré au Courrier international pendant la guerre en ex-Yougoslavie.
Et c'est à la suite de cette collaboration qu'ont été traduits vers le français des articles, des éditoriaux écrits par un journaliste qui s'appelle Zlatko Dizdarevic, qui était un journaliste tout à fait important, rédacteur en chef, je crois, au journal dont je ne vais sûrement pas prononcer le nom en croate, mais qui signifiait Libération, qui était un quotidien qui a tenu à continuer à paraître et qui, contre vents et marées, est paru tous les jours, quotidiennement, pendant toute la guerre de Yougoslavie. Ce n'est pas le seul livre que Sacha a traduit de Zlatko Dizdarevic, et nous parlerons aussi de divers autres livres. Ensuite, Sacha a eu une expérience de 10 ans très lourde psychologiquement d'interprète de conférences au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Depuis maintenant quelques mois, elle a quitté ses fonctions et est maintenant donc directrice d'une unité de traduction à la Commission européenne. Elle va donc reprendre son travail de traductrice d'écrit en laissant un peu de côté l'interprétation. Et bien voilà, à ce moment, et avant que nous entrions dans la discussion avec nos 4 intervenants, je voudrais laisser la parole à Joumana, qui m'a demandé si elle pouvait vous adresser quelques mots pour vous parler de la Syrie. Bonsoir, or bonjour. I have prepared a paper. بالعربي؟ اوكي. أنا حضرت ورقة أقراها هي بمعنى تقديم بس ضاعت للأسف. J'avais préparé un papier mais je l'ai perdu malheureusement. كتبت بالرسائل 150 رسالة كانت تنشر ببلوج. J'ai écrit 150 lettres qui sont parues sur un blog. باسم جمانة معروف. Sous le nom de Joumana Marouf. هو اسم وهمي. Qui est un nom, un pseudonyme. اسمي الحقيقي وجدان نصيف. Je m'appelle en réalité Wejdan Nassif. أنا معتقلة سابقة. Je suis une ex-détenue politique. اللي راح أحكيه بس هلا بسرعة إنه بال 2011. Donc je vais raconter rapidement en 2011. تحديداً بحزيران. En juin. بعد 6 شهور من اندلاع الثورة في درعا. Après 6 mois après le début de la révolution dans la ville de Daraa. أنا ومجموعة من أصدقائي كنا رايحين على برز البلد. Moi avec un groupe d'amis, de femmes, on est allé dans une banlieue qui s'appelle Balzé, une banlieue de Damas. لنقدم تعازي بشهداء سقطوا بالمظاهرات. Pour présenter nos condoléances à des familles de martyrs, à des familles de gens qui étaient tombés dans les manifestations, donc sous les balles. كان في هناك مجموعة كبيرة من النساء. Il y avait beaucoup de femmes qui avaient perdu des enfants ou des maris. إحدى أمهات الشهداء وقفت بين مجموعة النساء وقالت لنا إنه يا ريت تنقلوا قصة ابني للعالم. Et une des femmes qui était la mère d'un jeune homme tué, elle nous a dit, je voudrais que vous racontiez mon histoire, son histoire, l'histoire de mon fils au monde. وهيك بلشنا نصير نقص الحكاية. À partir de ce moment-là, on a commencé à transmettre les histoires qu'on entendait. ومن وقتها أنا بلشت تصير شهرزاد. Et alors je suis devenue comme une Shahrazad. يعني مثل شهرزاد كنت بس عم حاول أخر الموت موتي أو موت شعبي. Qui, comme le personnage de Shahrazad, j'ai raconté des histoires pour retarder ma mort et celle des gens de mon peuple. ومثل شهرزاد كان لازم نروح للتفاصيل الصغيرة وانقلها. Et comme Shahrazad, je devais raconter tout dans les moindres détails. ومثل شهرزاد كمان كنت عم بروح برحلة داخلية داخل نفسي وعم بكتشف أكثر شو بدي من. Et en même temps, je menais un voyage intérieur, je découvrais mieux ce que je voulais moi-même. ما فيني أضيف أكثر، رح أنتظر أسئلتكم تسألوني شو صار بسوريا وشو قصة سوريا. Je vais rien ajouter, je vais maintenant attendre vos questions pour raconter plus ce qui s'est passé en Syrie. شكرا. Merci. Merci parce que vous nous mettez précisément au cœur de l'intérêt de cette rencontre, c'est-à-dire parler de la guerre ici, maintenant, à chaud. Comment témoigne-t-on ?
Et donc, ce qui nous intéresse ici, de la part de tout le monde, c'est le passage à l'écriture. Ce matin, Cécile a dit qu'elle allait faire un petit aparté personnel. Alors, je vais me permettre un petit aparté personnel aussi. Lorsque, dans des temps anciens, j'enseignais la version littéraire, j'avais tous mes étudiants qui se précipitaient sur leur stylo et qui commençaient à traduire avant d'avoir fini de lire leur texte. Et évidemment, j'ai lutté des années et des années pour leur faire comprendre qu'il valait mieux avoir lu le texte jusqu'à la fin, avoir fait un minimum de repérage avant de se lancer dans la traduction. Et donc, j'essayais de dire, il y a des principes de base quand même. De base, on se pose quelques questions, par exemple, les 5 W, who, what, when, where, why. Et ensuite, on rajoute éventuellement how. Donc, je pense que c'est autour de ces questions un peu basiques que nous allons discuter. On va essayer de voir on va essayer de voir ce qu'ils écrivent, pourquoi ils l'écrivent, bien sûr. Se poser la question de la distance par rapport au lieu et par rapport à la langue, la distance dans le temps, l'immédiateté par rapport au recul historique. Enfin bref, voilà, le genre de questions que j'ai envie de vous poser à tous. Et puisqu'on va commencer par parler du choix de type de texte pour rendre compte de la guerre, puisqu'on prend traduire ici, dans un premier temps, dans son sens le plus large, à savoir rendre compte de. Donc, on a déjà dit très brièvement que Joumana avait écrit des lettres à son amie Nathalie, qui avait quitté la Syrie un an plus tôt ou quelques mois plus tôt. Pardon ? 2 ans plus tôt, et charge à Nathalie d'essayer de faire en sorte que ces lettres soient publiées, car il s'agissait, comme chez Scheherazade, de dire au monde ce qui se passait au quotidien à Damas. Donc je voudrais commencer par demander à Nathalie, qui est traductrice, donc on pourrait parler de traduction au sens, enfin stricto sensu, mais vous avez fait bien plus que traduire. Expliquez-nous un peu. Moi, j'étais, en fait, Joumana et moi, on était ensemble en Syrie jusqu'à mon départ. Et j'habitais là-bas. Et pendant les 7 mois où j'ai pu être encore présente de la Révolution, les 7 premiers mois de la Révolution, j'étais encore présente en Syrie. Donc, je me suis beaucoup rapprochée de Joumana et d'un groupe d'amis, qui est le groupe dont elle parle, avec lequel elles ont commencé à faire à entrer dans les quartiers donc, qui étaient sous le joug de la répression, parce qu'en fait, donc ces quartiers, c'était très difficile de s'y rendre, les quartiers où il y avait les manifestations, puisqu'ils étaient bouclés par l'armée, il y avait des barrages sécuritaires. Donc c'était très courageux d'y aller, et donc moi j'ai commencé à écouter en fait déjà leurs histoires, alors sur place quoi. Enfin, je les rejoignais souvent et j'écoutais tout ce qu'elles avaient fait dans la semaine, qui elles avaient rencontré, qu'est-ce qu'elles avaient entendu, à quelles manifestations elles étaient allées. Donc en fait, quand ensuite je suis partie, c'était la continuation logique de ce que je faisais déjà, ce que j'avais déjà commencé avec elle. Je pouvais plus être là, donc je pouvais plus aller la voir, donc elle m'a écrit. Et à la rigueur, à ce moment-là, bien que j'ai quitté la Syrie, finalement, j'ai pu faire quelque chose de peut-être plus efficace, à savoir, j'ai pu traduire ces récits et les faire connaître en France. Donc, surtout... Oui, donc vous avez eu un travail éditorial, autant qu'un travail de traduction, mais... J'imagine que Joumana vous écrivait 2 types de lettres. D'abord, les lettres de Scheherazade, celles qui étaient destinées à être lues par le monde, et puis des lettres qu'elle vous écrivait à vous, j'imagine. Est-ce que ça a enrichi votre travail de traductrice ? Oui, tout à fait. Je recevais les lettres que je voulais traduire, et puis ensuite on avait un autre type d'échange par mail. Je lui disais mon avis sur la lettre, je lui disais ce que j'en pensais, je lui posais des questions s'il y avait des choses que je n'avais pas compris. Souvent, il y avait des choses que je ne comprenais pas. Donc, elle me répondait, elle m'expliquait. Et c'est pas rare que j'ai ajouté une grande partie des explications ou des nouvelles histoires qui surgissaient de mes questions. Et je lui demandais si on pouvait rajouter tout ça dans la lettre initiale.
Et on l'a fait à plusieurs reprises. Ou sinon aussi, des fois, j'ai vu des posts qu'elle mettait sur Facebook qui n'étaient pas censés être des lettres, qu'elle ne m'avait pas envoyées, mais que j'avais aimées. Donc je lui demandais est-ce que ça peut faire partie des lettres, parce que en fait, on les publiait toujours par 4 sur le blog. Donc à chaque fois, c'était 4 lettres. Donc parfois, une fois, j'avais vu un post qui m'avait beaucoup touchée. Donc je lui ai dit est-ce qu'on peut en faire une des 4 lettres, une des 4 prochaines lettres, et ainsi de suite. Oui, d'accord. Alors, je voudrais à ce stade demander à Joumana pourquoi elle a fait le choix du récit épistolaire. Pourquoi ne pas écrire un journal? Pourquoi ne pas écrire un journal de bord de la guerre au quotidien? Pourquoi choisir, non seulement le jeu, bien sûr, ça on y reviendra, mais choisir de s'adresser à son ami? حقيقة الرسائل يعني هي بالإنجليزي keyword بحياتي يعني شغلة كتير مهمة. أنا كنت Pour moi, les lettres dans ma vie, c'est quelque chose de très important. أنا اعتقلت لمدة 4 سنوات ونص كنت بالسجن. J'ai été arrêtée pendant 4 ans et demi. وكان تواصلي الوحيد مع أهلي إني أحكي لهم أو حتى مع صديقي أو خطيبي. Et le seul moyen que j'avais de communiquer avec ma famille et mon fiancé, اللي كان بسجن آخر, qui était dans une autre prison, mon fiancé, الرسائل. c'était les lettres. فلسنوات طويلة أنا بكتب رسائل. Donc depuis très longtemps, moi j'écris des lettres. الرسائل بتعطيني مجال أوسع إني أنا أحكي فيه يعني عني وعن الآخرين. Ça me donne beaucoup plus d'espace pour parler de moi et pour parler des autres. لأنه أنا بالأخير بدي أحكي عن حالي, يعني أنا بحكي كشخص كشاهد, يعني أنا بدي أحكي بالمعنى الشخصي. Parce que je parle personnellement, en mon nom personnel, comme témoin. وأصلاً أنا كنت يعني حتى لو ما نشرت ناتالي الرسائل, أنا كنت بدي استمر إني أنا. Et même si Nathalie n'avait pas pu publier les lettres, je lui aurais écrit quand même. أبي معلم بسوريا, معلم الأجيال, يعني 45 سنة بيشتغل بالتعليم. Mon père qui est un instituteur qui a travaillé 45 ans en Syrie dans l'enseignement. أهديته هذا الكتاب لأنه هو علمني إنه الكتابة بتنجي. Je lui ai dédié ce livre parce que il m'a appris que écrire sauve. يعني الكتابة كانت نوع كمان من الدفاع الشخصي عن نفسي. C'était aussi une manière de me défendre personnellement. يعني حتى لو ما نشرت أنا كنت رح استمر أكتب لها رسائل. Même si j'avais pas publié, j'aurais écrit. Oui, pour juste la seule citation que je vais faire de vos lettres, elle vient tout au début, c'est pratiquement la première lettre. Vous terminez votre lettre en citant, par une citation, c'est la guerre, enfin une citation, quelque chose que vous vous dites à vous-même, c'est la guerre, prépare-toi au pire. Et vous concluez la lettre en disant à Nathalie, c'est la guerre, et rien ne peut me soustraire à elle que de t'écrire. أكيد لاحظتي إنه أنا بلشت رسائلي بآذار 2012. يعني Alors vous avez sûrement remarqué que j'ai commencé mes lettres en mars 2012. فأنا بعد سنة كاملة من بداية الثورة. Donc c'est une année entière après le début de la révolution. فأنا بدأت رسائلي بناء إنه مفترض إنه خلال هاي السنة الناس الآخرين اللي عم يتلقوا هاي الرسائل اللي بيعرفوا عندهم باك جراوند. Donc je pensais que au bout de cette année, les personnes qui liraient éventuellement les lettres auraient quand même un background de ce qui se passe en Syrie. وبال 2012 حقيقة كان واضح إنه بلشت الأمور تروح باتجاه حرب. Et en 2012, c'est devenu très clair que les choses prenaient la direction de la guerre. ومع هيك أنا ما حكيت عن الحرب, أنا ضليتني عم بحكي عن الحياة اليومية. Mais moi, j'ai voulu continuer à parler de la vie quotidienne, pas la guerre. للناس اللي مثلي أنا اللي هن ضد الحرب. Des gens comme moi, des gens contre la guerre. اللي هن فقط بدهم يعيشوا. Qui veulent simplement vivre. Donc on a un récit épistolaire qui raconte la vie quotidienne d'une femme en temps de guerre dans une ville qui passe de la révolution à la guerre. Et si je me tourne maintenant vers Sacha, on a un livre, en tout cas le premier dont on va parler, Journal de guerre, qui est un livre écrit par, qui est un recueil d'articles écrits par Zlatko Dizdarevic. Alors pour commencer, Sacha, est-ce que vous pourriez nous dire qui est Zlatko Dizdarevic? Et ensuite on parlera de ces articles. Zlatko Dizdarevic est un journaliste de Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Il a été, au moment du début de la guerre, directeur de l'information du plus grand quotidien
bosniaque, Oslobođenje, qui signifie libération, comme vous l'avez très bien dit. Au fur et à mesure que la guerre a progressé en Bosnie-Herzégovine, il est devenu, et que la situation du journal s'est détériorée, il est devenu le directeur exécutif de ce quotidien. J'ai cru lire que depuis, il était devenu ambassadeur de Croatie dans divers endroits. Alors, ambassadeur de Bosnie, pardon. Oui, oui. Alors, Zlatko n'a jamais cessé son travail de journaliste pendant la guerre. Après la guerre, il a continué en essayant de lancer un hebdomadaire, et qu'il a lancé d'ailleurs, mais qu'il a dû abandonner malheureusement au bout de quelques années, un hebdomadaire qui ne serait pas d'orientation nationale ou disons qui ne suivrait pas les lignes de fracture d'appartenance ethnique en Bosnie-Herzégovine, et cet hebdomadaire n'a pas survécu. Zlatko a été par la suite nommé ambassadeur de Bosnie-Herzégovine à Zagreb, en Croatie, avant de l'être à Amman, en Jordanie, pour 2 mandats. Et aujourd'hui, il est journaliste indépendant qui écrit pour notamment un journal croate et souvent des analyses ou des correspondances pour différents titres de la presse, soit ex-yougoslave, soit internationale. Et alors, de même que nous avions le récit d'une femme au quotidien, nous avons là le témoignage de quelqu'un qui est dans la guerre, mais qui est un journaliste et qui fait son métier de journaliste, donc des articles de presse, complètement différents évidemment. Et vous aussi, je crois, vous avez été plus que simplement, c'est déjà un sacré boulot, sa traductrice. Expliquez-nous quel a été votre rôle dans la publication de ce livre. Au moment où le siège de Sarajevo allait commencer, Zlatko Dizdarević faisait partie d'un des correspondants avec qui j'étais en contact permanent en tant que vigie de l'hebdomadaire français Courrier International, qui, peut-être que certains d'entre vous ont l'habitude de cet hebdomadaire, qui suit la presse internationale et qui publie en français un choix d'articles sur l'actualité, soit généraliste, soit plus spécifique, de la presse internationale. Donc je couvrais à l'époque en tant que vigie, on appelait ça vigie, la presse ex-yougoslave, à l'exclusion de la Slovénie, dont je ne connais pas la langue, je ne parle pas slovène. Et c'est à ce titre-là donc, que nous avions déjà une collaboration en place. Quand la guerre a commencé, Zlatko Dizdarević s'est trouvé à Sarajevo de plus en plus coupé du monde parce que les lignes de communication ne fonctionnaient plus. Donc la poste, après avoir été pilonnée, le téléphone, et il s'est avéré que pour pouvoir continuer sa collaboration régulière avec un quotidien croate sur la côte d'Almaty à Split, pour passer ses articles, il pouvait encore communiquer par 2 villes, dont l'une était Paris. Et alors, j'ai mis sur pied un système de permanence à la maison, 24 heures sur 24, pour que le fax puisse recevoir son papier, sa contribution du jour, et pour que moi, je puisse de Paris l'envoyer à Split. Et le choix que nous avons fait d'articles pour en faire un livre, c'est fait donc à partir de sa contribution quotidienne. Je pense qu'il n'y a pratiquement pas eu de jour où nous n'ayons pas réussi à relayer sa chronique, de ces articles publiés par ce quotidien Split. Et à partir du moment où quelques-uns ont été repérés dans leur traduction et publication dans Courrier International, Reporters sans frontières se sont intéressés à la chose et on a décidé de faire un choix à partir de... Donc mon rôle a été de les passer
de les traduire, certains pour Courrier International et ensuite de traduire le choix de ce qui est publié. Qui a fait le choix des articles ? Alors, le choix, nous l'avons fait à plusieurs, entre Zlatko, moi-même et son éditeur de l'époque, Frank Spengler. Donc on a là deux traductrices qui ont eu un rôle extrêmement important dans le fait qu'une voix a été donnée ou une voix a été entendue. Pas seulement par le bénéfice de la traduction, mais en réussissant à servir de caisse de résonance. Et quelle caisse de résonance ? Alors, évidemment, maintenant, entre les deux, arrive Franck, qui n'a pas du tout le même parcours, si néanmoins, c'est l'écriture sur le conflit qui l'intéresse. Alors, donc, expliquez-nous, vous n'êtes pas témoin. Enfin, vous n'avez pas forcément pas été témoin de Guantanamo, du moins j'imagine pas plus que nous. Vous n'êtes pas traducteur, mais vous parlez de translater. Expliquez-nous quelle est votre démarche. Déjà, je voudrais commencer par préciser que j'interviens au sein de ma pratique d'écriture dans le champ de la poésie. Qu'est-ce que c'est que la poésie ? Selon moi, c'est une conjonction c'est un rapport entre, d'un côté, une conscience du monde contemporain dans lequel nous vivons. Donc, comment comprendre le monde actuel et le monde catastrophique, les événements catastrophiques du monde que nous vivons aujourd'hui. Et cette position-là se joue en interaction avec un questionnement sur le langage. Je pourrais parler de crispation, mais au sens positif, de rapport de crispation positive à la langue. Voilà, donc c'est dans cette alliance de conscience du monde et face au monde et au devant de la langue, ou au devant du monde face à la langue que j'interviens. Plus précisément, c'est une démarche que je qualifie aussi de post-poétique, car l'idée est d'être au plus près du réel et, dans une démarche poétique, de sortir de la poésie, sortir la poésie de toute son interférence lyrique. Et c'est une sortie non pas vers un dehors, et là je fais référence à un mot fort théorisé par Maurice Blanchot notamment. Ce n'est pas non plus une sortie vers un extérieur, c'est une sortie en interne, une sortie de la poésie à l'intérieur de la poésie. Ensuite, plus précisément, il me semble important, en tout cas pour moi, d'essayer de réparer le monde à ma mesure. C'est Hannah Arendt qui demande, et je place souvent ce que j'entreprends dans l'écriture sous le sceau de sa réflexion, comment être chez nous dans le monde. Elle ne dit pas comment être chez soi, mais comment être chez nous dans le monde. Et donc je m'attaque à des événements catastrophiques. La catastrophe, c'est vraiment, en tout cas dans sa dimension non pas naturelle, mais humaine, une rupture majeure dans l'étendue événementielle que nous connaissons au quotidien. Et l'idée de savoir comment rendre compte des catastrophes, des événements catastrophiques. Donc je construis toute une série d'opérations, d'interventions poétiques pour m'appuyer sur les événements majeurs catastrophiques d'aujourd'hui. Guantanamo, qui est une conséquence directe des attentats de 2001. Mais aussi, ai-je lu, Gaza, le conflit israélo-palestinien, à partir de l'opération Plan Durci de 2009. Et puis la guerre en Libye, dans un ouvrage qui s'appelle État de fait. Et puis là, je travaille sur Lampedusa, je travaille également sur la guerre en Irak. Et j'interviens toujours à partir de documents. Alors je pourrais te dire deux mots sur ce que j'entends par document. Dagoudi dit qu'un document, c'est une technologie intellectuelle qui permet des opérations de circulation et de classification de l'information. On pourrait dire archive aussi, qui est, à mon avis, une sous-catégorie du document,
une archive, on a toujours l'impression, quand on imagine un archiviste, voilà, que c'est une espèce de zombie qui intervient au sein de couloirs mortifères. Il me semble que l'archive est un dispositif, et c'est absolument pas justement le cliché qu'on attribue à l'archive. Ce n'est pas un matériau brut, c'est un dispositif où quelqu'un parle. Et donc, il fait interroger ce qui est dit dans cette parole. Il y a tout, en ce qui concerne les archives, tous les travaux d'indexation de ces documents, de cette documentation. Et puis là je voudrais faire référence à ce livre de Foucault, L'archéologie du savoir, qui dit que voilà, tout document, il faut interroger d'où il sort, quelle est son origine, qui parle dans ce document, par qui il a été transmis, comment il a été transmis jusqu'à nous. Et voilà, c'est conjoindre toute une série de questionnements par rapport à voilà, une série de documents. Donc pour Guantanamo, ce sont des documents qui émanent de la sphère judiciaire. Pour État de fait, ce sont des documents qui émanent, eux, de l'univers journalistique, puisque j'ai travaillé à partir d'articles de presse parus dans des journaux anglo-saxons et français pour traiter du conflit en Libye, et Gaza, d'ici là, qui traite de l'opération Plan Durci. Je me suis appuyé sur un rapport de l'ONU qui s'appelle le rapport Goldstone. Voilà, donc poésie, post-poésie, et le traitement d'un document, je pourrais être plus précis si vous le souhaitez. On va y revenir, bien sûr. C'est une démarche que l'on qualifie de objectiviste. On pourrait parler aujourd'hui de post-objectiviste, c'est-à-dire que l'idée, c'est donc de rendre compte du monde catastrophique, encore une fois, à partir d'un document qui sont souvent des témoignages, mais pas seulement, et voilà, mettre en place toute une série d'opérations de type littéraire pour, en fait, alors là, je réfléchissais tout à l'heure et je me disais qu'en fait j'étais un espèce de traducteur au carré, c'est-à-dire que puisque je pars d'un document Guantanamo, ce sont des transcriptions des procès-verbaux qui ont été réalisés. Et vous en faites des dialogues sur la base, sur la base judiciaire. C'est un document, enfin c'était des documents en anglais, donc je les ai traduits en français. Et après, l'idée c'est comment sortir de la sphère judiciaire, en l'occurrence, pour amener ces documents à ce que j'espère être le champ littéraire et poétique. Donc il y a un effet de double traduction, en fait. Oui, je parle de translation. Oui, vous parlez à ce moment-là de translation, et vous dites au carré. Moi, j'étais en train de penser en termes en profondeur, en termes de mise en abîme, mais c'est un peu, je crois, le même processus. Oui, de mise en abîme. Bon, ça pourrait être entendu de manière péjorative. Ah, pas du tout. Non, mais... Je veux dire, Les Faux Monnayeurs, c'est un très beau livre. Ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, je ne suis pas l'auteur de mes propres phrases, ce qui est une position que je revendique, en fait. Et l'idée, c'est donc de faire... En fait, l'idée, c'est tout simplement de voir ce qui se passe. Et voir ce qui se passe, ça permet de savoir. Et j'ai la naïveté de penser que si voir inclut savoir, et savoir inclurait également prévoir. Et que si on voyait, mais ça a été dit sous différents types de discours, tant hier que ce matin, si on voyait de près, si on... par l'intermédiaire des lettres qui traitent du conflit de Syrie, si on lit à la lettre ce qui est vécu en ce moment en Syrie par l'intermédiaire de tels témoignages, peut-être qu'on prévoirait un monde meilleur, puisque c'est quand même ça la question. Oui, alors vous disiez, et ça va nous permettre de passer du type de texte écrit à la façon dont on les écrit. Vous disiez que en gros, vous n'écriviez pas, que l'auteur n'était pas là, que l'auteur s'effaçait entièrement. Il n'y a pas du tout d'approche subjective. Vous refusez à l'approche subjective. Bon, de toute façon, c'est une position critique. Donc, comment être critique par rapport à soi-même, c'est toujours un peu paranoïaque. C'est Jordi Huberman qui dit ça. Il dit faut voir l'image. Il n'y a jamais rien, il n'y a jamais personne sur l'image. En même temps, je la vois et je dois analyser cette image.
et je ne peux pas m'extraire dans ma position de regardeur de cette image. Donc évidemment, je ne peux pas me mettre entre parenthèses, donc il y a toujours une subjectivité. L'idée, c'est de la mettre en veilleuse. C'est pour ça que je parle de dépersonnalisation, de désubjectivisation, au profit de l'objet, en fait, être au plus près de l'objet. Alors, quand même, l'idée première, c'est d'impulser une émotion, mais d'être réticent quant à cette émotion au profit d'une rigueur quant à l'objet, quant à la parole qu'il s'agit de faire passer. Oui, alors je vais faire un tout petit peu l'avocat du diable. À la fin du livre Guantanamo, il y a les fameux propos dont je vais vous demander si vous les avez écrits uniquement pour être sûr que vous n'auriez jamais de procès, ou si c'est au fond ce que vous pensez. Vous écrivez, donc les membres des tribunaux et les détenus parlent, en voilà le point de départ du livre. Le texte est une fiction. Ni les propos prêtés aux personnages, ni ces personnages eux-mêmes, ni encore les faits évoqués ne sauraient donc être exactement ramenés à des personnes et des événements existants ou ayant existé, aux lieux cités ou ailleurs, ni témoigner d'une réalité ou d'un jugement sur ces faits, ces personnes et ces lieux. Alors ça fait quoi ? C'est une précaution. C'est une précaution. Elle arrive à la fin, donc on est censé avoir lu le livre avant. Il y a en quatrième de couverture, et donc on lit ça d'abord, une note qui dit ce que c'est. Oui. Donc, Je peux la lire brièvement. Le 23 janvier 2006, 4 ans après l'ouverture du camp pour terroristes présumés sur sa base navale de Guantanamo, le Pentagone est contraint par la presse américaine, au nom de la liberté d'information, Freedom of Information Act, de rendre publiques les transcriptions d'interrogatoires de plusieurs centaines de prisonniers. Le département de la Défense décide de ne pas faire appel, s'incline et livre 317 procès-verbaux, certains comportant les noms des détenus, sous la forme de CD-ROM ou accessibles à la demande sur son site internet. Frank Smith se saisit des documents publiés, les déverrouille pour en faire une suite de récitatifs. Ça se lit comme une enquête pour dire l'innommable par les seuls moyens de la langue. Donc il faut lire la quatrième de couve et ne pas tenir compte de la précaution. Non, mais elle pose question, mais c'est pas à moi de répondre. Enfin, je ne sais pas quand même. Enfin, dire que vous n'avez pas voulu faire un témoignage et dire que vous ne voulez pas, qu'en tout cas le lecteur porte jugement, là, je suis désolée, mais pas d'accord. Forcément qu'on porte jugement. Oui, ben c'est ce que je disais, mais je revendique une position de neutralité qui me paraît importante dans ce type de démarche. En même temps, c'est pas anodin de s'intéresser à Guantanamo, c'est pas anodin de s'intéresser à Gaza, etc. Oui, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, d'autant que si vous aviez donné dans le subjectif, on aurait pu se poser la question, évidemment question qu'on ne se pose pas dans le cas de Joumana, qui aurait été celle de la légitimité finalement. Bon, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est les moyens que vous utilisez pour écrire ce texte, et pour en particulier, au fond c'est une série de dialogues, ce texte. Et alors soit ces dialogues apparaissent en dialogue direct, avec juste le tiret quadratin à l'intérieur de la marge, soit nous avons au fond un dialogue de théâtre avec le détenu, 2 points, la réponse, le juge, 2 points, la question posée. Ou bien on a aussi le discours indirect. Et là, il y a une chose que je trouve tout à fait passionnante, c'est que donc vous vous êtes refusé au jeu. C'est-à-dire le jeu apparaît parfois dans le texte, mais quand il apparaît, c'est le prisonnier qui est en train de répondre à une question et qui dit donc oui, j'habitais effectivement à tel endroit, je voudrais aller en Ouzbékistan. Donc, mais sinon, le jeu est absent et vous choisissez on. Vous choisissez un on qui représente à la fois tous les prisonniers, mais aussi toutes les questions qui sont posées, tous les juges. Le début, enfin le tout premier chapitre est intéressant. Exemple, je n'en lis que 2 ou 3 phrases. On demande si on s'est rendu du Kazakhstan à Kaboul, en Afghanistan, en septembre 2000.
On répond qu'on a oublié, que ça fait 2 ans et demi, qu'on ne se souvient plus du mois. On demande si on est passé par Karachi, Islamabad et Peshawar au Pakistan et par Kandahar en Afghanistan. On répond que c'est ça, que c'est bien ça, etc. Alors, je voudrais que vous nous parliez de ce « on », et ensuite, je voudrais demander aux traductrices ce qu'elles en pensent de ce « on ». Parce qu'en tout cas, pour le traduire en anglais, ça a dû être costaud. Alors, il y a les questions du contenu du document qu'on a soulevé dans une précédente question. Et puis, comme je le disais au début, il me semble que le monde dont on a la perception dépend évidemment du langage que l'on manie. Et plus la langue que l'on manie est complexe, et plus notre monde est complexe. Alors, il s'agit, à partir de ce travail comme ça, quasiment d'archéologue ou même je parle d'investigation poétique, de détective. Il s'agit de trouver, dans la langue française en l'occurrence, puisque c'est ma langue maternelle, de trouver les puissances à la fois lexicales et grammaticales qui inventent une forme que je souhaite de type récitatif. Vous parliez de dialogue, je préfère récitatif, mais bon... peu importe. Alors la question du « on », elle est fascinante en français puisqu'elle est quasiment intraduisible dans d'autres langues. Et je suis en train de creuser cette question du « on ». Voilà, il y a tout un enchaînement de réflexions. L'idée est de ne pas dire « je », l'idée est de ne pas dire « tu ». Alors il y a beaucoup de théories qui ont été écrites là-dessus sur, déjà... Quand Rimbaud dit « je est un autre », c'est pas dire on est plusieurs jeux à l'intérieur, c'est en fait, me semble-t-il, il ne revendique pas un jeu pluriel. Bon, ça on sait, on est plusieurs à l'intérieur de soi, ok, mais c'est « je est un autre que moi ». Et donc moi je peux dire « moi », mais je peux pas dire « je » pour quelqu'un qui s'empare du jeu. Donc quitter le jeu, arriver à un « il », donc là c'est déjà très très intéressant et souvent, le roman manipule cette question de la troisième personne. Et moi, j'essaye de creuser un pont, creuser un au-delà du « il » avec ce « on » qui me paraît une figure impersonnelle, fondamentale, et que j'ai vraiment envie de creuser et de voir ce que ça donne. Tout ça, ce sont des recherches aussi, et il me semble qu'avec Guantanamo, ça a très bien fonctionné, puisque le « on » en français a une fonction à la fois distributive, il n'est pas condamné à un genre en particulier, n'est pas condamné à un nombre non plus, puisqu'on peut parfois l'accorder. Et voilà, pour moi, c'est une idée en poésie au service de ce que j'avais à montrer à partir de Guantanamo en particulier et de cet autre ouvrage qui s'appelle « État de fait sur la guerre en Libye », où là, ce texte est composé uniquement de courtes phrases qui commencent toutes par « on », et qui parle qui porte à la fois la voix des rebelles, à la fois la voix des pro-Kadhafi, des pro-régime, et la voix de la troisième puissance, enfin des puissances de l'OTAN qui est intervenue en Libye. Et j'ai volontairement brouillé les pistes, c'est-à-dire que ce « on », c'est un rebelle qui commence, il est pris en charge ensuite par une force, par quelqu'un de l'OTAN, il y a notamment un discours disséminé d'Obama, et ça peut se terminer par les pro-régimes, et donc il y a une espèce de trouble qui s'insinue, et c'est assez fascinant de lire ce texte qui ne paye pas de mine, j'ai envie de dire, puisqu'il est assez simple dans son articulation grammaticale, mais voilà, la force du « on » m'intéresse beaucoup. Alors, je voudrais ajouter en tant que lectrice qu'il est particulièrement saisissant, ce « on », parce qu'il inclut le lecteur, en plus. Donc voilà, c'est très très riche. Mais si, quand on le lit, c'est immédiat. On est happé par nous, lecteurs, par ce « on ». Et alors justement, question aux autres, vous vous rendez compte alors, d'abord, le texte vient d'être traduit en anglais. J'espère que vous avez été voir. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils mettent ? Ils mettent « oui », ils mettent « one », ils jouent alors, l'un à il y a une l'autre. question, je ne veux pas mobiliser plus la parole, mais il y a une question que j'ai envie de porter à l'Assemblée de traducteurs ici présente, c'est que c'est une édition bilingue. Et moi, je suis contre les éditions bilingues.
parce que j'ai pas de théorie quant à la traduction, mais moi, ce qui m'intéresse, parce qu'il m'arrive de traduire de la poésie américaine en français, et poser pour un éditeur deux textes de langues différentes, l'un en face de l'autre, ça suggère tout de suite comme une équivalence. Et je suis contre cette position. Je trouve qu'il n'y a pas d'équivalent. Enfin, il y a plusieurs types de conception de la traduction, mais il me semble que, en tout cas, je revendiquerais quasiment l'opposé, en fait. Donc j'ai été un petit peu déçu de voir que l'éditeur américain avait gardé le texte français. On va pas effectivement faire circuler la parole, mais quand même, ce que je voulais dire, c'est que c'est absolument formidable le choix qui a été fait, qui consiste à n'avoir pas fait de choix. C'est-à-dire, ça commence par on demande, ça commence par asks. Pas de sujet. Mais une troisième personne. Ça, c'est drôlement astucieux. Enfin bref. C'est possible, ça, en arabe ? Non, juste, il faut rendre hommage à Vanessa Place, qui est la traductrice, qui est éditrice et écrivain également. Donc, je voulais juste demander à Nathalie une espèce de « on » comme ça. C'est pas du tout, naturellement, c'est à l'opposé du choix qu'a fait Joumana, et on va passer au jeu, bien sûr. Hein. Mais vous imaginez comment on peut traduire une espèce de « on » comme ça, qui inclut tout ? C'est possible dans la langue arabe ? Oui, on traduirait par une voix passive. Une voix passive, oui, qui est un des choix de l'anglais aussi, bien sûr, mais qui ne marche pas tout le temps. Et en croate, il y a manière de traduire ? Oui, tout à fait. Comment ? On pourrait soit adopter la version que l'on a vue ici, oui, soit une forme réflexive du verbe qui inclurait effectivement... Ça pose des belles questions profondes de traduction. Mais alors donc, on a vu qu'on avait choisi des écrits de nature différente. On a choisi aussi des sujets de nature différente. Donc on, et Joumana, vous, bien sûr, c'est je. Alors c'est une subjectivité assumée. C'est vous, c'est votre histoire. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de raconter votre histoire ? Puisque si on reprend l'image de Scheherazade, elle racontait des histoires toutes faites. Je n'ai pas seulement écrit mon histoire, ni seulement mon témoignage. أنا بصنفها الشيء اللي كتبته بصنفه بفئة الشهادات. أنا كتبت Ce que j'ai écrit, j'appelle plutôt ça des témoignages. بس نقلت كمان شهادات ناس قصص. Et j'ai énormément transmis les témoignages d'autres personnes dans mes lettres. خاصة بالنصف الثاني من القسم الثاني من الكتاب. Surtout dans la deuxième partie du livre. يعني بالنسبة لي إنه أنا أكتب بشكل شخصي لأنه أنا بكون أصدق. لأنه أنا. Quand j'écris en mon nom personnel, bien sûr, ça m'aide à être plus sincère. لأنه بالوقت اللي عم بيشكك فيه كل العالم بكل شيء عم نحكي. Puisque en ce moment tout le monde doute de ce qu'on dit. ودائما بيطالبونا بإثباتات. Et toujours on nous demande des preuves. يعني صرنا بدنا نثبت إنه في قتل وفي دمار وفي اعتقالات. On doit prouver que des gens sont tués, on doit prouver qu'il y a des destructions, on doit prouver qu'il y a des arrestations. كان مهم جدا إنه أنا لما بكون عم بحكي شهادتي الشخصية أو قصة حقيقية صارت معي. Donc c'était très important quand je parlais de moi ou de choses qui m'étaient réellement arrivées. رح يكون عندي مصداقية أكثر. Donc ça me donnait plus de crédibilité. بس لكن أنا كانت واجهني شغلي إنه أنا ما فيني أظهر شخصيتي الحقيقية. Mais par contre, j'avais un problème, c'est que je ne pouvais pas écrire en mon nom propre ni faire apparaître ma personne réelle. بالرسائل الأولى على البلوج أنا كنت أقرأ التعليقات. Quand les lettres paraissaient sur le blog, je lisais les commentaires. وكان التعليقات يعني كثيرة بس دائما نشوف في تشكيك بمصداقية شخصيتي. Il y avait beaucoup de commentaires et souvent les gens doutaient que j'existe, doutaient de ma personnalité réelle. وكنت مثل الشخص المشلول إنه أنا ما بقدر أقول لهم إنه هاي الشخصية. J'étais comme paralysée, je ne pouvais pas leur répondre que j'existais. لأنه يعني بفضل يشكوا ويضلوا عم يشكوا على إني أنا أقتل أو تقتل عائلتي. Je préfère qu'ils doutent et moi rester en vie. Vous voulez dire que les gens imaginaient qu'une fiction
avait été inventé par quelqu'un qui faisait semblant de raconter sa vie au quotidien à Damas. نعم. Yeah. Oui, je peux لحد الآن. Juste par rapport à ça, moi j'ai lu un commentaire qui disait que Vladimir Glassman et Ignace Leverrier, donc le responsable du blog, qui est une personnalité connue et qui est un ancien diplomate et un ancien chercheur qui est parmi les personnes qui connaissent le mieux la Syrie, donc c'était des attaques personnelles contre lui, qui disaient que c'était Madame ici présente était le fruit de son imagination, ou d'autres fois que c'était la secrétaire d'Erdogan, et ainsi de suite. Tout à l'avenant. Est-ce que vous pouvez, pour continuer sur la dernière phrase que vous venez de prononcer, nous expliquer pourquoi vous avez choisi un nom de plume? اسمي الحقيقي وجدان ناصيف أنا معتقلة سابقة يعني اسمي Donc mon vrai nom c'est Wijdan Nassif et j'ai déjà été détenue. يعني أنا عندي فايل عند الاستخبارات السورية. Ce qui signifie que j'ai un dossier au renseignement. وأنا عندي طفلتين. Et j'ai 2 petites filles. وساكنة بدمشق وموظفة فيه. J'habitais à Damas, j'étais fonctionnaire. فأي ظهور لشخصيتي الحقيقية يعني فعلا أنا أكون أنا وأطفالي بخطر. Donc si je faisais vraiment apparaître qui j'étais vraiment en danger et mes filles aussi. فلا يمكن التفكير بإني Donc c'était أنا même أظهر pas اسمي. envisageable. Et pourtant, malgré ça, vous avez eu des ennuis. Il apparaît dans une lettre que vous écrivez, bien que je n'ai jamais précisé à quel endroit les choses se passent, bien que j'ai utilisé un nom de plume, néanmoins, ils ont su que c'était moi. أنا كنت عم بقرأ دائما كانت تعليقات الناس على البلوج. Je lisais toujours les commentaires. طبعا بترجمهم عبر جوجل. Traduits par Google. وكنت أصدم دائما إنه يعني ما عم توصل الرسالة، بالعكس كان التشكيك بالشخصية وتكذيبي كان أكبر بكثير من الجهة الثانية، إنه الناس اللي موافقة أو اللي عم بيقدروا شو عم سوي. Il y avait plus de commentaires qui doutaient de moi que de commentaires qui me remerciaient. Moi, je suis pas d'accord. Il y avait beaucoup de commentaires aussi qui la remerciaient. Oui. Je voulais savoir juste par curiosité, est-ce que vos lettres ont été publiées en arabe et est-ce qu'elles ont été publiées en anglais dans le monde anglo-saxon? لم تصدر بالعربي. Non, pas encore. النقطة مهمة إنه أنا كنت عم بتخفى ورا الاسم ورا اللغة. Un point important, je me cachais non seulement derrière ce pseudonyme, mais aussi derrière la langue. لأنه إذا بيكون عندك نظام مثل نظام الأسد لازم تتخبي مو بس باللغة وبالاسم، لازم تتخبي بكل شيء ممكن. Avec le régime d'Assad, et c'est pas seulement derrière un pseudonyme mais derrière la langue qu'il faudrait se cacher, il faudrait se cacher complètement. يعني أنا تخبيت ورا اللغة لأنه على الأقل أعتقد إنه الاستخبارات السورية مو كتير فاضية تقرأ باللغة الفرنسية. Je pensais que les renseignements les renseignements syriens seraient pas libres, n'auraient pas le temps de lire en français. فقط كان بيهمني إنه أنا أوصل يعني أنا كتبت لأنه كان لازم أعمل شيء. J'ai écrit parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. وعلى فكرة كثير من الشعب السوري والنشطاء السوريين كانوا عم يحاولوا كل واحد بطريقته إنه يسوي شيء. Et tout le monde essayait là-bas ou essaye là-bas, à chacun comme il peut, essaye de faire quelque chose. نجحنا وفشلنا هذا صار سؤال ثاني. Qu'on ait réussi ou raté, ça c'est une autre question. Parmi les gens qui essaient de faire quelque chose, forcément les journalistes, et on revient à Zlatko, et on revient à l'idée donc d'utiliser la première personne ou la troisième, ou le on ou la troisième personne. J'ajoute quand même chez Joumana que comme il s'agit de lettres, ce qui est très, très beau et très poignant aussi, c'est que ce jeu s'adresse à quelqu'un. Il y a un tu aussi qui est présent. Dans les textes de Zlatko, évidemment, c'est complètement différent. Il s'agit d'un travail de journaliste. Un texte journalistique, il n'y a pas d'intrusion d'un moi personnel. Pourtant, il essaye de convaincre. Donc, il y a bien une intrusion. Oui, c'est un jeu qui est très fort, très affirmé. C'est un indigné qui agit par la voix de ses textes, qui est très engagé et qui écrit beaucoup sur justement la nécessité de bien identifier les nous, les eux,
les uns et les autres qui je pense, s'emploient beaucoup à discuter de cela. Donc, qui sommes-nous? Qui sont les nôtres? Qui sont les eux? Qui sont les bons, les méchants? Pour échapper à la caricature de la représentation des partis en conflit en Bosnie, il espère qu'il sera entendu donc, dans son engagement pour cette Sarajevo hors groupe ethnique comme principale identification de l'individu. Donc cette lutte pour le citoyen qui assume pleinement sa liberté, disons, et son autonomie. Donc c'est quelque chose qui est très présent dans les articles qui ont été choisis pour le premier livre. Ce souci qu'il a de se faire entendre en tant que citoyens et non pas serbes, musulmans, croates ou que sais-je, bons ou méchants, et il interpelle constamment de manière assez vigoureuse l'Occident sur